Alors, bonsoir à tous. Donc voilà, donc c'est Sylvain Vallès. Je suis habité à Wallès, Wallet, Vallès, toutes les combinaisons, mais voilà, la prononciation officielle, comme ça, tu la connais. Alors, je vais vous parler ce soir. Donc, alors, la première partie va être assez courte. Normalement, il y avait quelqu'un qui aurait peut-être dû venir, qui n'est pas venu, qui était plus sur des côtés présentation globale sur l'offre élastique, que je dois avouer, je ne connais pas par cœur complètement. Moi, je suis plus vraiment sur Elasticsearch. Donc, je vais vous présenter un petit peu ce qui, de mon point de vue, sont les évolutions majeures importantes dans la version 8 par rapport aux versions précédentes. Ça sera assez court et ensuite on attaquera sur le nouveau client Java Elasticsearch. Alors, avant qu'on commence, moi, j'aime bien, quand je parle des produits élastiques, demander. Alors, ouais, vous êtes. Est-ce qu'on est beaucoup d'Amadeus ou est-ce que c'est diversifié? Et en fait, la question, c'est qui utilise Elasticsearch? Voilà. Oh, il y en a plein, cool. Et qui est client? Il n'y en a pas. Voilà. Qui utilise dans le cadre professionnel des licences qui sont voilà, il y en a un, c'est très bien. Donc ça pour moi c'est une bonne illustration de ce que ça permet d'avoir du code source ouvert. Alors je dis code source ouvert, c'est plus open source parce qu'on a changé de licence, voilà, à cause d'un certain opérateur cloud en 3 lettres qui nous pose des problèmes. Comme dit Shai Banon, le créateur d'Elasticsearch et de la boîte, l'open source est un modèle de distribution, c'est pas un business model, et donc c'est ce qui nous a permis, comme ça, en offrant énormément de choses gratuitement à qui voulait bien le télécharger, de construire finalement un panel d'utilisateurs qui ont des usages aussi divers que variés, et sur ces centaines ou millions d'utilisateurs, il y en a une infime partie qui devient effectivement client. Et ça suffit à faire une boîte qui a maintenant 10 ans, qui a plus de 3000 employés, qui est rentrée en bourse il y a 4 ans et qui marche bien. Donc là, c'est une chose très intéressante parce qu'effectivement, on a 95% peut-être de nos utilisateurs qui ne sont pas clients, mais c'est pas grave. Voilà. Voilà, ça c'est petit préambule. Donc on va passer donc sur l'état un petit peu des produits élastiques. Alors déjà, on sort une version dite mineure toutes les, en gros, 6 à 8 semaines. 1 mois et demi, 2 mois, c'est plus aux alentours des 2 mois. Il y a une version 8.4 qui est sortie là. C'était en août ou en juillet, je sais plus, en juillet je crois. On a des petits patch release qui arrivent. Et puis en bas, on a la version dite LTS, la 7.17, qui est la dernière release de la version majeure qu'on continue à maintenir. Donc cette fois-ci, c'est uniquement des bug fixes. Vous voyez, donc en gros, à chaque fois qu'il y a une version mineure de la version 8, on sort aussi une release patch pour la version précédente. Donc on a comme ça cette maintenance de la version majeure précédente pendant toute la durée de vie de la version majeure courante. C'est-à-dire que quand la 9 sortira, on arrêtera le support de la 7. Ça vous laisse le temps de migrer. Et là-dessus, donc, ça m'amène sans transition à si vous utilisez encore du Elasticsearch version 7, je vous invite ardemment à regarder la version 8 parce qu'au-delà des fonctionnalités pures du moteur, il y a eu énormément de travail en termes de performance et de stockage. Donc en termes de performance, avant on avait des règles de calcul qui nous donnaient la RAM à allouer au cluster en fonction du volume de stockage, etc. Ça on oublie. On oublie pour plusieurs raisons parce que déjà en interne on utilise maintenant massivement du stockage, enfin des données qui sont off-heap, donc on n'a plus de problème de garbage collector comme on pouvait avoir avant, et on utilise aussi énormément donc le cache du file system pour éviter d'avoir à monter des données en mémoire et les ressortir. Donc ça fait un énorme gain parce qu'on n'a plus l'obligé de dupliquer, on va dire, en RAM dans une RAM applicative des choses que le file system va déjà monter en mémoire pour nous. Donc ça c'est un premier point. Et deuxième point, sur l'architecture du stockage, on a introduit dans la version, je crois que c'était 8.1 il me semble, ce qu'on appelle les searchable snapshots. Donc typiquement les snapshots normalement sont des choses qui sont réservées à la sauvegarde, comme leur nom l'indique, hein, c'est des snapshots qui sont incrémentaux et périodiques. Et on s'est dit finalement on peut avoir des volumes de données qui sont importants dans ces snapshots.
on va permettre au moteur Elasticsearch d'aller les requêter directement. C'est-à-dire qu'il y a donc ce qui est stocké sur S3, typiquement, on va faire de la remontée partielle de ces informations avec juste ce qu'il faut pour pouvoir lancer des requêtes. Donc typiquement, ça ne va pas être applicable sur des use cases type moteur de recherche, e-commerce, où on a vraiment besoin de réponses immédiates. Par contre, sur tout ce qui est log, et en particulier les données de log qui sont un peu anciennes, il n'y a aucun intérêt à les garder dans des zones de données chaudes. On va les stocker sur des snapshots, et puis comme ça, on va pouvoir faire des requêtes sur des données historiques qui sont très loin dans le temps, sans avoir à dimensionner, on va dire, la partie CPU à la même hauteur que la partie stockage. Donc là, on a fait des benchmarks, et on a fait des requêtes sur 10 pétaoctets, je crois, 10 teraoctets de données, péta ça fait un peu beaucoup, avec un seul serveur avec 2 gigas de RAM. Ce qui est quand même correct, hein. Même si c'est pas du putain, ça fait quand même du monde. Voilà, donc en gros, comme on dit, c'est que vous avez les données hot qui sont celles pour les requêtes immédiates, les données immédiates, le moteur de recherche frontal vis-à-vis des clients. Vous avez les données warm qui sont pour les données récentes, où on veut des résultats rapides. Et puis les snapshots, on dit c'est pour les lawyers. En gros, il faut garder un historique sur des très longues durées, parce que potentiellement, s'il y a un audit qui arrive, etc., on voudra ressortir des données très anciennes, mais ça ne sert à rien de les garder sur des disques physiques. Donc on les stocke sur S3 et on va les requêter à la demande. Oui, associé à ça, dans la version 8.3, il y a aussi l'ajout d'une compatibilité avec les formats anciens. Vous savez que Lucene, la librairie qui est en dessous d'Elasticsearch, elle évolue très régulièrement. Les façons de stocker les données évoluent aussi, et donc les formats de fichiers. Donc classiquement, une version N-1, plutôt la version N, 8, sait lire les fichiers qui ont été écrits par Elasticsearch 7. Par contre, il n'y avait pas de garantie sur les versions 6 et les versions 5. On a changé ça. Si vous avez des vieux clusters qui ont leur snapshot, encore une fois, sur S3, Elasticsearch 8, maintenant, sait lire les snapshots des anciennes versions jusqu'à la version 5. La version 5 est sortie il y a 6 ans. Donc, c'est-à-dire que si vous avez des vieilles installations, vous pouvez faire des migrations sans avoir besoin de faire de la réindexation complète. Vous faites un snapshot simplement, et ces données deviennent immédiatement disponibles dans Elasticsearch. Voilà, ça c'est des évolutions qui sont de mon point de vue assez fondamentales pour la scalabilité du système, pour les coûts aussi, hein, ça fait une réduction de coûts parce que votre infrastructure, vous pouvez la dimensionner beaucoup plus petite, notamment sur les use cases de log, avoir des machines en frontal qui sont dimensionnées pour l'ingestion, pour le requêtage sur les données chaudes, on va dire. Par contre, tout ce qui est plus ancien, vous le mettez sur S3 et on n'en parle plus en fait. D'autres évolutions importantes au niveau fonctionnalité, l'évolution vers l'intégration de la recherche vectorielle. Alors ça veut dire quoi, la recherche vectorielle? Typiquement, c'est tout ce qui est issu de modèles de machine learning, où en gros on va faire de l'extraction de features sur des jeux de données, des images, des textes ou n'importe quoi, et donc les données on les représente sous forme de vecteurs, et ensuite on va faire des recherches qui sont basées sur la distance entre des vecteurs. Donc typiquement, vous allez avoir par exemple une image en entrée, on fait de l'extraction de features sur cette image et on va interroger notre base d'images qui est indexée avec des vecteurs aussi. Mais l'intérêt, c'est que comme on est dans Elasticsearch, on va pouvoir combiner la recherche classique sur des mots-clés par exemple, avec cette recherche plus machine learning. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si vous avez en entrée un document et des images, vous allez pouvoir extraire du texte de ce document, extraire les features de l'image et faire une requête combinée qui va vous donner des résultats plus pertinents que si vous aviez uniquement le texte ou l'image par exemple. Donc on peut comme ça combiner l'ensemble. Voilà, donc c'est de mon point de vue les évolutions majeures. Alors après, il y avait des vidéos qui montraient plus en détail les produits, etc. C'est long, si vous voulez les voir, vous allez les trouver sur le site. On ne va pas passer en revue toutes les release notes, ça a de mon point de vue relativement peu d'intérêt. Mais je voulais mettre l'accent sur ces évolutions majeures au niveau du stockage, parce que là, c'est un vrai changement dimensionnant pour les infrastructures. Voilà. Et tout ça, évidemment, est disponible sur Elastic Cloud, notre offre SaaS. Hein, c'est là qu'on teste toutes ces fonctionnalités en premier.
Voilà, donc après, petite news de, on va dire, l'aspect communautaire d'Elastic, on aime bien, on découvre souvent des gens qui font des choses très inattendues, originales ou, comment dire, qui liées à de l'action bénévole, caritative, etc. C'est avec Elasticsearch. Et, ah pardon, je me suis trompé de slide. Là, c'est le prochain meet-up. Pardon. C'est le prochain meet-up, meet-up Elastic, qui aura lieu le 20 novembre avec des gens de The Fork. J'ai horreur de ce nom. Ils ont renommé la fourchette The Fork. Pourquoi quoi, ça... Mais bon, ça c'est comme ça. Qui feront de la recherche sur les réservations en 2D dans Elasticsearch. Donc ça veut dire quoi 2D? C'est les plans de table. Donc ça fait partie des utilisations un petit peu hors normes, inhabituelles d'Elasticsearch. Et moi je vais regarder ça parce que ça m'intéresse de voir un peu ce qu'ils ont fait avec ça. Voilà, si vous avez fait des choses qui sortent un peu de l'ordinaire avec Elasticsearch ou que vous connaissez des gens qui ont fait ça et éventuellement donc vous pouvez vous inscrire sur ce truc-là, décrire un peu votre use case et en gros ces projets-là seront mis en avant par Elastic et puis il y a tout un tas de récompenses, bonus. Les premiers prix, je crois, c'est 1 an d'accès à la plateforme de formation en ligne sur toutes les formations Elastic. Donc voilà, s'il y a des cas comme ça, ils peuvent aller s'inscrire.